conférence, ce premier salon du livre de Noël à La Roche-sur-Yon. Ce n'est que une première expérience et qu'elle sera évidemment renouvelée. Alors, il y a Pascal Théry, qui est le président de l'association organisatrice, qui va vous dire quelques mots. Et puis ensuite, je me permettrai de présenter nos deux premiers conférenciers. Vous serez évidemment amenés à leur poser toutes les questions que vous le souhaitez. Et puis bien sûr, une fois que les interventions seront passées, vous irez acheter l'ouvrage, enfin les ouvrages, mais en particulier l'ouvrage dont nos conférenciers vont vous parler, puis ensuite Rénal Sécher. Merci vraiment à tous d'être présents, d'avoir joué le jeu. Je passe la parole pour quelques minutes à Pascal Théry et ensuite on peut commencer ces conférences. Merci Guillaume. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans cet hôtel accueillant notre province de l'Esprit. À l'ombre de François Athanase Charette de la Contrée, présent à côté de nous, on ne pouvait faire mieux. Vous avez tous pu le voir sur la fresque. Tout d'abord, un grand merci aux conférenciers qui seront présentés certainement avec une haute tenue intellectuelle par notre ami Guillaume. Un grand merci à tous les auteurs présents qui viennent animer ce premier salon du livre. Un grand merci à nos partenaires, l'Association du Souvenir Vendéen, toujours fidèle, la librairie Siloé qui garnit les étals de vos livres. Province de l'Esprit. Bien sûr, notre association n'a pas la prétention d'avoir inventé cette appellation. Elle a été largement utilisée par le grand fédérateur et narrateur de cette province. J'ai parlé évidemment de Philippe de Villiers, à qui revient la paternité spirituelle de cette entité qui nous élève tous. Le Jubilé de la Vendée, association créée il y a 2 ans pour commémorer les 200 ans de la chapelle du Mont des Alouettes, demandée par Marie-Thérèse de France, duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI, terminée et inaugurée en 1968 par le Souvenir vendéen, a voulu ajouter à cet esprit une note de fidélité et une note d'espérance. Avec la grand-messe célébrée par Don Louis-Marie, père abbé du Barou, en présence du prince Louis de Bourbon, premier descendant de Louis XIV et de Saint-Louis, accompagné de sa famille. Vous avez un petit reportage photo là vers l'entrée. En présence de personnalités, d'une foule nombreuse, nous avons voulu en quelque sorte, sur cette hauteur propice à l'élévation des esprits, baptiser cette province, lui consacrer un lieu de mémoire, un lieu d'élection. Le Mont des Alouettes, couvert d'ajoncs, entouré de bois un peu sauvages, s'élevant au-dessus du paisible bocage vendéen, avec sa chapelle demandée par Madame Royale, avec sur le côté la croix dédiée à Louis XVI, son père, avec en face les moulins qui produisaient le froment nourricier, avec un peu plus bas la belle statue de Notre-Dame, et avec la croix du Christ dominant de tout, comporte tous les symboles qui forment cet esprit vendéen. Nos anciens avaient marqué Dieu et le roi sur leur Sacré-Cœur. Le Mont des Alouettes sera la capitale de notre province. Mais cette fidélité à tous ces symboles fait de nous non pas des nostalgiques, mais des héritiers, non pas des conservateurs, mais des personnes qui, ayant conscience de l'héritage reçu, ont le souci bien sûr de le protéger, et surtout de l'enrichir, de le faire prospérer, de le partager et naturellement de le transmettre. Chers écrivains qui donnez de votre temps et de votre talent pour transmettre cet héritage, chers lecteurs qui venez chercher cette nourriture intellectuelle, dans un esprit joyeux, enthousiaste et conquérant, vous êtes des membres de cette province de l'esprit. Bienvenue dans notre belle province. Quelques petits aspects pratiques. Nous avons laissé l'entrée libre pour cette conférence. Les paniers sont à votre disposition à la sortie pour participer aux frais de la journée. Nous avons un site internet Jubilé de la Vendée en un seul mot qui présente un historique de l'association, qui permet aussi de vous inscrire et de faire des dons en ligne. Merci pour votre générosité. Ce salon du livre est le premier. Si Dieu le veut, nous continuerons chaque année pour le faire grandir. Nous prévoyons aussi d'autres activités dans l'année pour développer notre communauté et faire vivre notre belle province au service du bien commun. Rassurez-vous, je vais être très bref parce que les deux premiers conférenciers qui ont accepté de jouer
le jeu, je dirais, de cette amitié vendéenne, parce qu'il est bien certain qu'il peut y avoir des sensibilités différentes, des points de vue, je dirais, différents sur une même réalité. Eh bien, ils ont accepté de venir signer leur ouvrage et de venir parler, s'entretenir avec vous. Et de ce point de vue-là, je voudrais vraiment les en remercier pour vous. Deux personnalités, parce que deux personnes qui sont discrètes, mais qui depuis des décennies sont extrêmement actives au service de ce que Pascal vient d'évoquer, à savoir la défense de la connaissance historique du passé au service de la continuité d'une certaine tradition et de la continuité pour l'avenir. Nous avons quelqu'un qui a été un diplomate français reconnu et important, qui ensuite s'est engagé, je dirais, dans la vie publique en tant que maire, en tant que conseiller départemental. C'est Monsieur Dominique Souchet. Et vraiment, merci infiniment, monsieur, d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis, à côté de lui, quelqu'un qui n'est pas moins engagé depuis des décennies, quelqu'un qui est engagé dans l'écriture, qu'elle soit journalistique ou qu'elle soit littéraire, quelqu'un qui a été extrêmement actif dans ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale, et dans les émissions radiophoniques. C'est monsieur Hervé Louboutin. Et je voudrais vraiment vous remercier d'être là, cher Hervé, parce que vous faites partie de ceux qui, il y a très très longtemps, a contribué à l'émergence de quelque chose qui est devenu un des fleurons français. Et votre discrétion vous empêche de le dire, mais je crois que tout le monde le sait ici. Et par conséquent, effectivement, je crois que votre présence, ainsi que celle de Dominique Souchet, nous honore. Et je vous remercie de votre ouverture d'esprit d'être présent parmi nous aujourd'hui. Merci, Hervé. Merci au président, merci à Guillaume, merci à vous toutes et tous. Je ne pratique pas le langage macronien, vous ne m'entendrez jamais parler des celles et ceux qui me donnent des boutons, ou des toutes et toutes, ce qui m'en donne encore plus. Donc je me contente de messieurs, mesdames, mesdemoiselles, tous les amis qui sont ici. Quand le président et Guillaume Bernard m'ont demandé de participer avec mon ami Dominique Souchet à cette petite conférence d'après-midi, nous avons tout de suite dit oui, car nous avons eu tous les deux la chance de serrer la main de Solzhenitsyn. Nous sommes des témoins vivants de son arrivée chez Philippe de Villiers en hélicoptère et de pouvoir, ce jour-là, serrer la main d'un homme. Moi, j'ai reçu un coup de fil la veille, comme d'habitude, c'est les usages au monde de tout. Viens demain, à telle heure, tu ne seras pas surpris. Mais c'est comme ça depuis 1977. Sauf que en 1977, c'est... Je vais vous raconter juste une petite anecdote avant de vous parler de Solzhenitsyn, beaucoup plus drôle. J'étais à l'époque journaliste en Vendée, à La Roche-sur-Yon, et j'avais une secrétaire qui parlait mieux le patois que le français. Parce qu'il y avait deux mots à retenir quand on venait en Vendée, c'était « méfie » d'abord. Vous savez, le grand mot qui permet de tout dire. Et la deuxième expression, c'était « d'après ». Quand je suis arrivé en Vendée, que j'ai vu Gustave Vincent d'Eau, qui était le gardien du Puy du Fou en ruine, c'était avant que nous lancions le Puy du Fou. Il m'avait donné tout de suite, dès que j'étais arrivé, les deux expressions. Je lui ai dit, bon, vous avez peut-être vu passer un jeune homme au Puy du Fou. Et il me regarde, il me dit, d'après. Et je lui dis après, oui, mais ce jeune homme, il ne fait pas n'importe quoi, c'est un Vendéen, mais en plus, il vient d'une grande école, une école nationale d'administration, donc il a peut-être jamais entendu parler. Et il me dit aussitôt, il me méfie. Donc, ça veut bien dire que j'étais rentré dans cette demandée des bocages de la colline inspirée qui deviendra une colline inspirée. Bon, vous faites tous ces détails. Et un jour, j'en reçois un coup de téléphone, j'étais jeune, c'était en 1977, en avril 1977, et ma secrétaire me dit il y a un monsieur Léna qui veut vous parler. Je lui dis écoutez, il est bien gentil, mais je ne le connais pas, donc je me suis dit de rappeler plus tard. Vous dire ce elle revient vers moi, elle me dit monsieur Léna insiste beaucoup, et il voudrait vraiment vous parler.
passe monsieur, dites-lui de se présenter, qu'il me rappelle. Troisième fois, monsieur, il insiste vraiment beaucoup, monsieur Léna veut vous parler. Et là, pris de court, je prends et j'entends, ici Léna, quelqu'un voudrait vous parler. Alors, je me rappelle que rue des Saints-Pères, il n'y avait pas encore, c'est pas comme dans les prisons aujourd'hui, il y a le téléphone, il n'y avait qu'un téléphone, c'était le téléphone qu'on décrochait à l'entrée, les étudiants de la... Et donc Philippe me dit, bon, je vous dis, comme pour le Solzhenitsyn, demain à 14h et tu seras surpris. Philippe me dit, demain à la gare à 14h et tu seras surpris. Et c'était la première fois qu'il venait parler de son futur spectacle, car on s'était connus dans un lieu très subversif en mai 68, j'avais 16 ans et demi, c'était le Cercle Louis XVI, auquel j'appartiens un an, qui est la plus vieille chambre littéraire de France, puisqu'elle est née en 1760. Et elle continue encore à vaquer et à être une société très agréable. À côté, bien sûr, de la colonne Louis XVI, puisque c'est au pied de la colonne, qui a été par la mère socialiste et wokiste de Nantes, encapuchonnée, évidemment, pendant tout l'été, pour que ceux qui viennent d'Espagne, d'Italie et d'ailleurs ne voient pas qu'une statue de Louis XVI peut encore exister. Je termine. Et je reviens à l'essentiel, qui est Solzhenitsyn. J'avais lu, évidemment, Solzhenitsyn, pas tout, pas comme Dominique, qui a dû faire le long parcours, parce que les livres sont impressionnants en termes de densité intellectuelle, mais en termes de pages également. Moi, j'avais lu L'archipel du Goulag. Et quand j'ai su que quelqu'un d'important venait, qu'il fallait être fidèle au rendez-vous, je m'y suis rendu. Et je vous promets que ce jour-là, quand il est descendu de l'hélicoptère et qu'on a eu la chance de pouvoir lui serrer la main avant de faire le parcours des 4 jours en Vendée, il y a 2 noms de la littérature françaises qui me sont revenus un petit peu dans l'esprit ce jour-là. Mais en fait, c'est comme si je serrais la main de Chateaubriand ou de Victor Hugo. Vous voyez, je ramenais tout à ma culture française. 2 sommités pour moi. J'aime autant l'un que l'autre, alors qu'il y a des différences. Mais vous voyez que Bruno Retailleau aime bien Delattre et Clémenceau, ce qui est parfois plus difficile pour Clémenceau, mais qui est quand même un Vendéen, et nous sommes fiers de l'avoir parmi nous. Et surtout son voisin, Delattre. Mais il s'est fait enterrer ailleurs. Il est pas resté à Mouilleron parler, mais il est parti chez Véronique Besse à Mouchin. Et vraiment, cette émotion était totale. Mais il y a eu ce moment que Dominique a partagé, évidemment. Mais il y a eu surtout les lectures du livre. Et pour moi, en tout cas dans mon itinéraire personnel, depuis très longtemps, moi j'appartiens à une famille bretonne nantaise, façon paternelle, côté paternel, à une vieille famille vendéenne, depuis le XVIIe siècle à peu près, de Noirmoutier. Donc dans ma jeunesse, j'ai toujours appris ce que pouvait être le martyr vendéen. Mais quand j'ai été nommé à La Roche-sur-Yon, en 1977, je ne connaissais de la Vendée que Noirmoutier. Donc quelle surprise pour moi de voir cette ville, ce petit bourg élargi comme en dépit d'elle-même à la dimension d'un chef-lieu. C'est pas de moi, c'est du Normalien qui est parti après se faire élire maire de Lyon. C'est dans son traité sur La Roche-sur-Yon. Mais la phrase veut bien dire, il y a le petit bourg de La Roche, et vous avez vu ce que nous y sommes, encore une fois, et qui s'est aussi appelé Napoléon Vendée et Bourbon Vendée. Je tourne la parenthèse. Et donc le soir, ce qui s'est passé près ou sur la colline du Petit-Luc est un moment, je ne sais pas, levez la main ceux qui y étaient, comme ça je vais savoir déjà, il y avait 5 personnes, vous voyez, et peut-être le moment qui m'a le plus marqué, je crois, avec la rencontre de Jean-Paul II à Saint-Laurent-sur-Sèvre, que l'évêque, malheureusement, de Vendée a passé sous silence. Pas une polémique pour moi, et une telle certitude, on a vu la suite après. Et cette venue de Solzhenitsyn, elle a forcément eu un impact sur les 20 000 personnes qui étaient là ce soir-là, mais sur bien d'autres choses. Moi, quand on a préparé ce livre avec Dominique Souchet, Philippe de Villiers et Benoît Castillon-du-Perron, j'ai appelé le conseil départemental pour demander, parce qu'on était 30 ans après, s'ils avaient une revue de presse locale, régionale, nationale, internationale, sur l'avenue de Solzhenitsyn en Vendée. Et j'ai été très surpris quand on m'a remis l'exemplaire, je ne sais pas si je te l'avais demandé
à toi. Non, ça devait être comment il s'appelle, à Necker, je crois que j'ai dû demander ça. Je m'attendais à avoir quelques feuillets, si vous voulez, éparses sur mon bureau, et je suis allé chercher un livre gros comme ça. Le conseil départemental avait vraiment tout gardé. Et j'avais toutes les références, vous en verrez la plupart d'ailleurs, j'ai fait une synthèse dans ce livre, pour vous montrer que vraiment, il y a eu un impact international. Et il y a eu, en France, des polémiques incroyables. Une haine vis-à-vis de Solzhenitsyn, d'une gauche bien pensante, qui ne supportait pas que Solzhenitsyn soit accueilli en Vendée. Et à cause de cela, un jour, j'ai eu cette idée de réunir des témoins de l'ambassadeur qui a fait venir Solzhenitsyn, puisque Philippe de Villiers, lui, ce n'était pas du tout dans son programme de l'époque, il avait une ambition, il ne savait pas s'il pouvait la tenir, s'il pourrait accéder même un jour, et Dominique Souchet lui a donné la clé. Et il va vous raconter comment ça s'est passé tout à l'heure. Et il y avait, bien sûr, la contribution de Philippe de Villiers, qui ne s'était encore jamais déclaré 30 ans après sur la leçon qu'il gardait de cette soirée-là et des 4 jours passés en Vendée. Et pour la première fois, il écrit très vite et très bien, vous le savez, il a envoyé un texte qui est absolument incroyable et qui peut, dans l'histoire de Solzhenitsyn, compter pour beaucoup, comme on a pu le voir après cette merveilleuse exposition du mémorial, où vraiment tout était précis, d'une précision extraordinaire. Et vous vous rappelez, on a eu le fils de Solzhenitsyn, qui est intervenu en vidéo, qui vit aux USA, qui est pianiste, et qui nous a dit tout le bien qu'il pensait, évidemment, de cette exposition. Alors, pour toutes ces raisons, et j'en finirai avec cela, je pense qu'il fallait écrire les choses, car les conversations de salon, les émissions de télé, de radio, etc., tout ça disparaît. Mais la seule façon de pouvoir communiquer avec les gens, eh bien, c'est de tout inscrire parmi des pages imprimées et de pouvoir le faire circuler. Et ce livre, il existe toujours, peut-être qu'on le rééditera, mon cher Dominique, un jour avec une grande maison d'édition, maintenant qu'on a des accès plus faciles à l'édition, ça c'est un peu desserré, disons, intellectuellement, donc on va pouvoir essayer, de façon à ce que beaucoup plus de gens que les gens de la région ouest puissent le lire. Donc on va tenter l'aventure, on vous tiendra au courant, et je laisse la parole à Dominique Souchet. Merci. Et voilà. Je te donne ça. Merci. Est-ce que le truc est passé? Bien, bonsoir à vous tous. Merci de votre présence. Alors, j'ai envie de, cet après-midi, vous donner quelques éléments sur la genèse de cette visite d'Alexandre Solzhenitsyn en Vendée, que j'ai essayé de retracer, comme Hervé vient de vous le dire à l'instant, dans le petit livre qu'on a publié en commun. Effectivement, au moment d'imaginer une commémoration des 200 ans du soulèvement vendéen, Philippe de Villiers et moi, nous souhaitions une personnalité significative puisse venir rendre justice à la Vendée. Et donc, j'ai proposé à Philippe de Villiers cette idée folle qui consistait à tenter de faire venir Solzhenitsyn en Vendée. Pourquoi une idée folle? D'abord parce que Solzhenitsyn est par excellence l'homme qui refuse toutes les invitations qui lui sont adressées, à l'exception de quelques-unes très rares, comme celle de Harvard, où il a prononcé ce fameux discours sur le déclin du courage en Occident. Mais Solzhenitsyn, c'est par essence le non mondain absolu. Le non mondain absolu,
sa tâche, la mission qui s'est assignée, c'est de rendre aux Russes la vérité de leur histoire. Cette histoire qui a été totalement déformée depuis la révolution bolchevique, et il s'est assigné cette tâche de dire la vérité sur l'histoire de la Russie, et il s'est attelé à cette tâche qui est une tâche immense. Alors en fait, au moment où on va le contacter, il est entièrement absorbé par deux tâches qui sont des tâches herculéennes, qui sont des tâches titanesques. La première, c'est qu'il veut absolument, avant de quitter les États-Unis, avant de quitter l'Occident, achever la roue rouge. Et la roue rouge, c'est précisément cette histoire de la Russie devenue l'URSS, restituée dans sa vérité, et qu'il veut redonner aux Russes. Alors au départ, il a l'idée d'une fresque absolument gigantesque, qui s'étend de 1914 jusqu'aux années 20 et aux années 30. Il définit un certain nombre de ce qu'il appelle des nœuds, c'est-à-dire des moments critiques dans le développement de l'histoire, et au départ, il en fixe 24. Et cet objectif est naturellement hors d'atteinte. En réalité, bien que Solzhenitsyn soit un travailleur d'une force, d'une endurance inouïe, et qu'il ait accumulé un volume d'informations absolument considérable, en réalité, il n'y aura que 4 nœuds qui seront traités par lui à partir de tout 14 jusqu'à octobre 1917. Mais ces 4 nœuds, c'est quand même 6000 pages. C'est une œuvre absolument considérable, et il consacre toute son énergie à l'achèvement de la roue rouge. Et puis, la deuxième tâche à laquelle il se consacre, c'est son retour en Russie. Alors, Solzhenitsyn a toujours eu en lui-même la certitude que de son vivant, il reviendrait en Russie, contre toute logique, contre toute analyse. Quand j'étais conseiller à notre ambassade à Moscou dans les années 80, les analyses de toutes les ambassades qui étaient présentes à Moscou, ça consistait à dire que le régime soviétique était encore là pour 50 ans, 100 ans, 150 ans. Bien entendu, l'exaltation idéologique avait disparu, mais le système était tellement compact, était doté d'une telle inertie qu'on le voyait en réalité se poursuivre encore très longtemps. Et à rebours de cette interprétation, qui était une interprétation dominante, alors vous entendrez aujourd'hui des gens vous dire « Ah mais nous on avait prévu », personne n'avait prévu. Personne n'avait prévu en réalité. Mais Solzhenitsyn, lui, avait cette conscience, plus qu'une conscience, la certitude qu'il reverrait sa terre avant sa mort. Mais évidemment, ce retour, il l'envisage d'une manière très particulière. D'abord, il pose un certain nombre de conditions à partir du moment où il commence à recevoir de Moscou des signaux positifs sur son retour. Vous savez qu'il a été donc en 1973, à la suite de la publication de l'archipel du Goulag, il a été arrêté, il a été emprisonné, et puis il a été expulsé d'Union soviétique, déchu de sa nationalité soviétique. Donc tout ça en 1973. Et comme condition de son retour en Union soviétique, il énumère un certain nombre d'exigences. La première exigence, c'est évidemment que la condamnation pour haute trahison qui a motivé, qui a été la base juridique, si j'ose dire, de son expulsion d'Union soviétique,
qu'on revienne naturellement sur cette condamnation. Il demande également que la diffusion de l'archipel du Goulag soit massive dans l'URSS redevenue la Russie avant son retour, et puis, condition que je vous indiquais, il faut absolument que la roue rouge soit achevée avant son départ. Donc, vous voyez que toutes les conditions étaient réunies pour que Soliezhine dise non à notre invitation. Alors, un homme joue un rôle très, très important dans cette invitation. C'est quelqu'un dont j'avais fait la connaissance quand j'étais à l'ambassade de France à Moscou. C'est Nikita Struve. Nikita Struve est un éditeur, c'est un professeur de littérature russe à Nanterre, et qui d'ailleurs n'a à aucun moment arrêté ses cours en 68 à Nanterre. Il a continué d'enseigner quelles que soient les conditions de travail qui lui étaient faites. Il enseigne la littérature russe à Nanterre et il a pris la succession de Berdiaïev dans une maison d'édition qui s'appelle les Éditeurs Réunis, qui est à Paris, qui est au flanc de la colline Sainte-Geneviève, et qui joue un rôle extrêmement important parce que, si vous voulez, c'est la librairie de l'émigration russe en France. C'est une librairie et une maison d'édition qui continue à éditer les grands auteurs classiques russes, et puis c'est une librairie qui reçoit tous les manuscrits qui ont cheminé par les réseaux du Samizdat et qui sont édités par les soins de cette maison d'édition à Paris. Et je suis rentré en contact avec Nikita Struve parce que dans ce va-et-vient entre la France et la Russie, ce va-et-vient clandestin, la valise diplomatique joue un rôle considérable. Vous savez que la valise diplomatique, c'est un sac que transporte un agent du Quai d'Orsay et qui est intouchable et inviolable. Donc, c'est là où on met les dépêches que l'on écrit sur la situation intérieure de l'URSS, les documents dont on tient à ce qu'ils restent absolument confidentiels. Mais en fait, cette valise diplomatique, elle va servir à transporter énormément de manuscrits issus du Samizdat, hein, c'est-à-dire que tout ce que les Russes vont continuer à écrire comme littérature, en dépit d'un régime soviétique qui évidemment censure tout ce qui n'est pas la littérature absolument orthodoxe, beaucoup de ces manuscrits vont passer par la valise diplomatique, et en sens inverse, la valise diplomatique va nous servir à faire venir à Moscou beaucoup de publications des éditeurs réunis, à la fois des œuvres d'auteurs russes classiques qui ont évidemment totalement disparu des rayons des librairies soviétiques, où on trouve Marx, Lénine, Staline, Trotsky, quelques œuvres de Zola, considéré comme un écrivain fréquentable, et puis c'est à peu près tout. Et donc voilà quel est le canal par lequel j'ai fait connaissance de Nikita Struve. Et ce qui s'est passé, c'est que des liens extrêmement proches se sont créés entre Nikita Struve et Alexandre Solzhenitsyn à l'occasion de la publication de l'archipel du Goulag. La publication de l'archipel du Goulag se fait dans des conditions tout à fait extraordinaires. Solzhenitsyn, après donc 8 ans de Goulag, ensuite, quand il sort du Goulag, sa peine est commuée en une expatriation à perpétuité au Kazakhstan, et puis quand vient le dégel, Khrouchtchev et l'équipe qui entoure Khrouchtchev réhabilitent Solzhenitsyn et voudrait l'utiliser comme un écrivain au service du régime, comme devenant au fond l'écrivain du dégel. Et il va se passer cette chose tout à fait extraordinaire que Khrouchtchev va autoriser la publication dans Novimir, qui est la grande revue littéraire soviétique,
d'une journée d'Ivan Denisovitch, qui est le premier grand roman d'Alexandre Solzhenitsyn, dont je vous conseille vivement la lecture et qui raconte, c'est au fond un premier coup de projecteur donné sur l'existence du goulag, qui est à ce moment-là totalement inconnu, totalement secrète. Et ce qui va se passer, c'est que la publication d'une journée d'Ivan Denisovitch va faire que Solzhenitsyn va recevoir un nombre de témoignages tout à fait considérable, très nombreux, très importants, sur des survivants du goulag. Il va donc accumuler sur le goulag une documentation absolument exceptionnelle. Et puis, comme vous le savez, donc, l'étoile de Khrouchtchev pâlit. À partir de 1964, donc c'est Brejnev qui va, et l'équipe qui l'accompagne, qui va reprendre le leadership du parti et de l'État. Et là, on a un retour du stalinisme. Le KGB retrouve toute sa puissance et le KGB met sous surveillance Solzhenitsyn. Sa maison est perquisitionnée, ses archives lui sont volées. Il y a une tentative d'empoisonnement de Solzhenitsyn, une méthode assez classique du côté du KGB. Mais ce qui se passe, c'est que fort de toute cette documentation, Solzhenitsyn parvient, il va se réfugier chez des amis estoniens en secret. L'Estonie fait alors partie naturellement de l'Union soviétique, c'est une des républiques de l'Union soviétique, et il parvient là à rassembler toute cette documentation, à transcrire tout ce qu'il a accumulé dans sa tête, parce que l'archipel du Goulag, en réalité, naît pendant son séjour au Goulag, qui est un lieu où on n'écrit pas. Et donc, il fait travailler sa mémoire d'une manière absolument colossale, et il commence à écrire dans sa tête l'archipel du Goulag, et en Estonie, il va réunir tout ça, ces souvenirs qui sont dans son cerveau, et cette documentation qui lui est parvenue. Il fait passer à l'ouest, il fait passer à Paris, il fait passer à Nikita Struve le tapuscrit de l'archipel du Goulag. Alors, il écrit donc l'archipel en Estonie et puis il met en place un réseau qu'il appellera le réseau des invisibles, une centaine de personnes qui vont recevoir des morceaux du manuscrit de l'archipel et qui vont le taper ici et là. Tout ça est très organisé et très secret, et évidemment, chaque invisible a comme mission de détruire le morceau de manuscrit qu'il a reçu une fois qu'il est tapé et qu'il l'a expédié là où on lui dit de l'expédier. Et ce qui se passe, c'est que l'une de ces invisibles, une fois ayant tapé ce qu'elle avait à taper, ne peut se résoudre à détruire le manuscrit. Elle le garde imprudemment, et le KGB met la main sur ce manuscrit. Elle se suicidera, on ne sait pas trop si elle s'est suicidée ou si elle a été liquidée par le KGB. En tout cas, évidemment, c'est une alerte maximale pour Solzhenitsyn. Et Solzhenitsyn, à ce moment-là, transmet, on est en septembre 1963, il transmet à Nikita Struve l'ordre de publier immédiatement l'archipel du Goulag à Paris. Et Nikita Struve, qui est à la tête d'une maison d'édition, mais qui est une petite maison d'édition, va réaliser une prouesse. Il faut bien voir, l'archipel du Goulag en russe paraît à Paris, paraît chez nous, paraît en France. C'est un événement absolument inouï. Et pour réaliser cette prouesse, il lui faut évidemment trouver une imprimerie dotée de caractères cyrilliques, et il lui faut éviter tous les ouvriers typographes qui sont affiliés à la CGT, une CGT très, très pro-soviétique, évidemment, à ce moment-là. Et donc, l'archipel du Goulag va être imprimé de nuit
de nuit, de manière absolument clandestine et inouïe. Et à Noël 1964, l'archipel du Goulag paraît en russe. Solzhenitsyn a également bien préparé les choses en ce qui concerne les traductions. Porter un coup décisif, l'archipel est publié en russe et très vite après, les premières traductions sont également publiées. La traduction française paraîtra la première, elle paraîtra également chez Nikita Struve, et puis la traduction anglaise, la traduction allemande, la traduction espagnole. Alors, cette aventure inouïe de l'archipel du Goulag, et vous savez ensuite donc l'onde de choc que va produire la publication de ce livre. Pour nous, le Goulag est une chose familière. Quand l'archipel sort, personne ne sait que l'archipel du Goulag existe. Et personne ne sait que le régime soviétique, c'est l'archipel du Goulag. Donc c'est un coup de tonnerre inouï. Et donc, Solzhenitsyn, à cause de cela, vouera à Nikita Struve une reconnaissance absolument inouïe et va créer vraiment entre les deux hommes une relation extrêmement proche. Et donc, fort de ma connaissance de Nikita Struve, je propose à Philippe de Villiers d'aller le trouver et puis de lui faire part de notre projet fou. Ce que je fais, j'étais pas très fier, hein, d'ailleurs, en y allant, parce que je me suis dit, je vais récolter un tombeau d'objections. Il va me dire, Solzhenitsyn est un loup, Solzhenitsyn ne pense qu'à terminer la roue rouge, et Solzhenitsyn ne pense qu'à rentrer en Russie. Qu'est-ce qu'il a à faire de la Vendée? Et aux surprises, première bonne surprise, je m'aperçois que Nikita Struve, jusque-là on avait très peu ensemble parlé de la Vendée, connaît admirablement la Vendée, et il m'arrête tout de suite, il préparait un argumentaire très, très fouillé, très soigné, très articulé, et il me dit votre proposition est pleine de justesse. Votre proposition est pleine de justesse. Donc, premier élément positif, mais il me méfie, je vais quand même aller voir de près ces Vendéens pour voir ce qu'ils préparent, dans le cas où une visite serait possible. Est-ce qu'ils sont vraiment fiables? Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Est-ce que c'est des organisateurs solides? Donc, il vient sur place, et avec Philippe, voilà, on lui fait rencontrer les personnes susceptibles d'accueillir Alexandre Solzhenitsyn, les lieux qu'il est susceptible de visiter, et Struve repart rasséréné en disant, écoutez, je ne sais pas quelle sera sa réponse, vous savez comme moi quelles sont ses préoccupations majeures aujourd'hui, mais je vais lui faire la proposition et je vais la soutenir, je serai auprès de lui l'ambassadeur de la Vendée. Donc il part pour le Vermont, il part pour les États-Unis, où résidait Solzhenitsyn, et évidemment, nous, on est là, on attend impatiemment, fébrilement, le message qu'il va nous ramener. Et alors, il revient, il nous appelle, et il nous dit, écoutez, il y a une chose assez intéressante, Solzhenitsyn vient de décider, avant de quitter l'Occident, de faire une dernière tournée en Europe pour remercier les pays qui l'ont accueilli lorsqu'il a été expulsé du RSS. Et donc, à ce moment-là, il y aurait une place pour la Vendée. Je lui en ai parlé, il ne m'a pas dit non. Et donc, le temps est venu d'envoyer l'invitation officielle. On envoie l'invitation officielle, on fait une belle lettre magnifique, soignée. On envoie la lettre et on attend. Deuxième attente fébrile. Et la réponse arrive, elle passe par l'entremise, elle est en russe, elle passe par l'entremise de Nikita Struve, alors qu'il nous appelle et qui nous dit formidable, formidable. Non seulement il accepte, mais il considère que c'est un honneur pour lui d'être invité à venir inaugurer le monument qui sera dédié, c'était sa formule,
aux héros et aux martyrs de la Vendée. Voilà. Et donc, après tout s'enclenche. Voilà comment s'est préparée cette visite. Donc, il accepte de venir en Vendée et il nous précise aussi, j'accepte de prendre la parole en Vendée. Et il nous précise qu'il amènera le costume qu'il portait pour la remise du prix Nobel lorsqu'il va prononcer son discours au Luxe en Boulogne. C'est dire l'importance qu'il attache à ce discours. Mais il nous dit alors à la Solzhenitsyn, qui est. Voilà, quand vous êtes à côté de Solzhenitsyn, hein, vous êtes à côté d'Isaïe ou d'Ézéchiel. Hein, c'est ça l'impression qu'on ressent. Il nous dit voilà, il y aura le discours de la Vendée, mais c'est le seul discours public que je prononcerai. Je me rendrai avec plaisir à la Chaboterie, je me rendrai avec plaisir à Saint-Laurent-sur-Sèvre, sur les pas du père de Montfort. Il tenait absolument à venir se recueillir près du tombeau de Montfort parce qu'il voyait en lui une sorte d'équivalent prophétique des starets, vous savez, ces religieux orthodoxes qui parcouraient la Russie en prêchant. Pour lui c'est un frère. C'est un frère en christianisme. J'irai avec plaisir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur les pas de Marina Tsvetaeva, qui est pour lui, à ses yeux, la plus grande poétesse russe du XXe siècle et peut-être la plus grande poétesse russe tout court. Mais voilà, je prononcerai le discours de Vendée. Alors, il arrive à Paris, et puis Nikita Struve nous appelle, et il nous dit, mais depuis qu'il est arrivé, il ne me parle que d'une chose, c'est le discours de la Vendée, ce qu'il appelle le discours de la Vendée. Et il a fallu, donc, à son hôtel, qu'on monte sur la terrasse ce soir. Il voulait déclamer le discours qu'il a préparé pour les Luxe sur Boulogne. Il voulait que je l'entende en russe, et il voulait qu'on fixe ensemble les paragraphes, quand il allait s'arrêter, comment ça allait être traduit. Il voulait entendre en français ce qu'allait donner la traduction de son discours. Et il me dit c'est absolument extraordinaire parce que il y a la Vendée dans sa tournée d'adieu, mais il n'y a pas seulement la Vendée. Et il semble, à ses yeux, que le grand acte, au fond, de cette tournée d'adieu à l'Europe, ça va être son discours en Vendée. En effet, il y a un grand déjeuner qui est organisé pour lui par Balladur, avec un certain nombre d'intellectuels français, Bernard-Henri Lévy, etc. Et Solzhenitsyn nous fera un récit que j'ose à peine vous retranscrire ici, tant il avait trouvé les propos qui lui étaient tenus d'un creux absolument épouvantable. Donc ce déjeuner ne lui a laissé aucun grand souvenir en vérité. Il se rend aussi dans un lieu improbable, aussi improbable que les Luxe sur Boulogne, il se rend au Liechtenstein pour rendre hommage au grand-duc du Liechtenstein qui n'a pas renvoyé en URSS les Russes qui avaient combattu contre le pouvoir bolchevique, ce que n'ont pas fait un certain nombre de pays anglo-saxons que je ne nommerai pas. Il devait également rencontrer à Rome le pape Jean-Paul II, donc il y avait être reçu par le président allemand, il y avait beaucoup de choses, mais visiblement, le discours de Vendée, c'était ça sa préoccupation numéro 1. Alors, sur ce discours, alors on l'a remis dans le petit bouquin qu'on a fait, vous le trouvez avec le discours de Philippe de Villiers, avec l'intervention également très, très courageuse d'Alain Decaux, hein, qui est venu parler malgré toutes les pressions qu'il a subies pour ne pas venir, et nous a-t-il dit jusqu'au plus haut niveau.
donc tout est là. Après le déjeuner Balladur, il passait chez Pivot à Apostrophe. Et c'est incroyable, c'est-à-dire, on est à la veille de son arrivée en Vendée, et Pivot cherche à le culpabiliser en lui disant « Mais qu'est-ce que vous allez faire en Vendée ?» Et alors là, Solzhenitsyn le foudroie en lui disant mais c'est un honneur pour moi d'aller en Vendée. Dès que j'ai reçu l'invitation, j'ai répondu immédiatement positivement. La Vendée, c'est le choix de mon cœur. Et donc, évidemment, Pivot est resté quoi. Et donc, alors, ceux qui parmi vous étaient au Luc, ben, vous vous souvenez de ce discours extraordinaire, et qui commence sa première phrase, c'est justement sur cette notion de l'honneur. Il dit « Jamais, jamais, même dans mes rêves les plus fous, jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer d'être invité à inaugurer le monument dédié aux héros et aux martyrs de la Vendée. » Alors, avant qu'il commence, d'ailleurs, avant cette première phrase, la première chose, les témoins s'en souviennent, c'est la clameur. Tu t'en souviens, une clameur inextinguible qui accueille Solzhenitsyn. Et à ce moment-là, il murmure à Nikita Struve, qui nous le traduit, il dit « Mais c'est inouï, même quand je suis arrivé à Zurich, après avoir été expulsé de l'Union soviétique, même là, je n'ai pas été accueilli de cette manière. » Il est absolument stupéfait. Donc, il y a la clameur, et puis alors, encore avant la première phrase, il y a l'apostrophe, cette apostrophe que nous attendions depuis 200 ans. Cher Vendéen, cher Vendéen. Alors, elle n'est pas dite en français, elle est dite en russe, Drogie Vendéitsi, mais elle est dite par le prince des dissidents. Et ensuite, donc, il déroule ce discours qu'il a beaucoup travaillé, et c'est le dernier discours qu'il va prononcer en Occident avant son retour en Russie. Et au fond, c'est un discours qui n'est pas très long, qui est extrêmement dense, et qui est au fond une sorte de synthèse de quel processus révolutionnaire. Je crois qu'il faut le lire et le relire. Il met au fond tout son savoir sur ce qu'est en réalité le processus révolutionnaire et ce qu'est en réalité la résistance au processus révolutionnaire. Alors, donc dans ce discours, il y a l'apostrophe aux Vendéens, mais le discours n'est pas réservé aux Vendéens. Et très clairement, c'est une invitation, et la dernière phrase du discours est très claire à cet égard, c'est une invitation pressante adressée aux Français à relire leur histoire pour remettre les choses à leur juste place. C'est-à-dire une invitation, alors là il le dit très clairement, une invitation à retirer à la Révolution française l'auréole romantique dont on l'a abusivement paré, et il faut restituer à la Révolution française sa véritable nature de créatrice d'un régime terroriste qui va faire école. Et parallèlement, il faut réparer l'injustice qui a été faite à la Vendée, l'injustice de la criminalisation du soulèvement vendéen, qui, au contraire, inaugure le refus de la soumission à l'idéologie et qui va inspirer, vous le savez, à travers le monde, un grand nombre de Vendées. Et donc la dernière phrase, c'est voilà, Français, chers amis, vous devez être fiers de la résistance de la Vendée. C'est une grande page de votre histoire nationale, et c'est la dernière phrase, l'envoi de son discours. Mais on sentait quand il le prononçait, d'abord il était impatient, j'étais tout près de lui, il était fébrile, hein, il attendait le moment de bondir véritablement sur l'estrade et de prononcer ce discours avec une fougue, avec une foi, avec une profondeur absolument inouïe. Il était heureux de prononcer ce discours sur la Révolution et la résistance à la Révolution en terre vendéenne. Alors après
après le passage de Solzhenitsyn en Vendée, on s'est interrogé, mais au fond, d'où vient cette réponse immédiate? Ce sera un honneur. Ce qui n'est pas du tout évident, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit c'est un honneur pour moi d'aller en Vendée, de répondre à cette invitation? Comment est-ce qu'il connaît la Vendée? D'où lui vient cette connaissance? D'où lui vient cette sympathie spontanée pour la Vendée? Alors, il nous donne une partie de la réponse dans son discours, puisque la deuxième ou la troisième phrase, ça doit être ma mère qui était francophone, déjà quand j'étais tout petit, quand j'avais 7-8 ans, me lisait des récits sur l'histoire de la Vendée qui l'ont visiblement profondément marqué. Et puis, il y a autre chose qu'on a découvert après. C'est un grand texte. Voilà, c'est ça. Il y a 2 tiers de siècle, l'enfant que j'étais lisait déjà avec admiration dans les livres les récits évoquant le soulèvement de la Vendée, si courageux et si désespéré, mais jamais je n'aurais pu imaginer, etc. Voilà. Et ensuite, en parlant avec lui, il nous a dit vraiment que c'était sa mère qui l'avait initié à l'histoire de la Vendée. Et ensuite, on s'est aperçu qu'en réalité, il y avait un texte extrêmement important parmi ces publications, dont on n'avait guère fait cas jusqu'ici, qui s'appelle « Deux révolutions, la française et la russe ». Alors, c'est un texte qu'il a publié en 1989. C'est le seul de ces textes qui ne soit pas un roman ou qui ne soit pas une poésie. C'est un romancier, hein. C'est un artiste, Solzhenitsyn. Il dit, face à l'histoire piétinée, il pense évidemment à l'histoire de la Russie, mais on peut penser aussi à celle de la Vendée. Face à l'histoire piétinée, l'artiste a plus de moyens encore entre les mains que l'historien. Et donc, voilà, Est-ce que j'en étais? Tu es parti de son petit livre sur les 2 révolutions. Oui, sur les 2 révolutions, autant pour moi. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ce livre qui est une étude en réalité? Moi, je ne suis pas un historien, mais en fait, il se demande, et c'est la question qui le taraude et qui l'obsède, c'est comment la Russie a-t-elle pu en arriver là? Comment la Russie a-t-elle pu en arriver là? Et il remonte de la révolution bolchevique jusqu'à la matrice jacobine, et dans une analyse qui est d'une finesse et d'une intelligence remarquable. En réalité, il part de l'obsession de Lénine qu'il découvre dans les écrits de Lénine et de tous les grands révolutionnaires bolcheviques. Il parle de cette obsession de Lénine de se référer en permanence aux Jacobins français. Et en réalité, c'est une double obsession. Première obsession, il faut copier ce qui a marché. Et deuxième obsession, il faut créer ce qui a manqué. Il faut créer ce qui a manqué parce que il observe que les révolutionnaires soviétiques sont hantés par la courte durée, au fond, de la Révolution française et de la terreur. Et donc, leur hantise, c'est comment éviter Thermidor. Comment éviter Thermidor et comment ancrer la révolution dans la durée. Alors, quand je dis l'obsession de copier, alors c'est très simple. Solzhenitsyn nous dit ce que les bolcheviks ont copié sur les jacobins. Ils ont copié la loi des suspects, le système de délation. Et là, l'organe, ça sera les sociétés populaires soviétiques, les tribunaux révolutionnaires, copiés à l'identique en Union soviétique sur le modèle jacobin, les représentants en mission. Les représentants en mission qui sont les ancêtres directs des commissaires politiques, qui encadrent le commandement militaire, la vitrine constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on fabrique des constitutions inapplicables, mais on est inattaquable, on a des constitutions, la constitution de 1793, la constitution de 1918, fabriquer une église d'État, on en sait quelque chose en Vendée, et puis les procédés techniques, alors les fameuses déportations verticales
appliqués dans la Loire par Carrier et qui seront dupliqués exactement de la même manière dans la Volga en Union soviétique. Et puis l'obsession de créer ce qui a manqué, c'est-à-dire un parti fortement structuré de révolutionnaires professionnels, un système concentrationnaire pour recevoir les vagues successives de ceux qui seront désignés comme ennemis du peuple. Et puis évidemment, ce qui va avec, la police politique qui gère les arrestations, les condamnations et les déportations. Et puis, suppression totale de la propriété. Ça aussi, c'est une leçon tirée de la période jacobine. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de transférer la propriété comme l'a fait le système des biens nationaux, il faut la supprimer totalement. Et évidemment, Solzhenitsyn dit le résultat de tout ça, c'est que la révolution bolchevique, elle va durer 70 ans. Le temps de casser, c'est son expression, de casser l'échine de la nation, de casser l'échine de la nation. Et évidemment, dans ce texte, il met en parallèle les résistances. Les résistances à la révolution, c'était quelque chose alors, qui nous a beaucoup répété pendant sa présence ici. Et il nous a dit, voilà, moi je viens faire connaître, paradoxalement, je viens faire connaître aux Français la Vendée, parce qu'il s'est passé la même chose. Il s'est passé la même chose en Russie. Il y a eu des résistances fortes, il y a eu des résistances paysannes, et ces résistances paysannes, elles ont été passées par pertes et profits, elles ont été oubliées, elles ont été défigurées. Donc, le combat qu'il fait en faveur de la Vendée, c'est en même temps un combat pour faire connaître des résistances équivalentes en Russie. Il fait constamment dans ses conversations le parallèle entre la guerre civile, ce qu'il appelle donc la guerre civile en Russie devenue l'URSS, et la Vendée, et il nous dit, mais attention, cette guerre civile, ça n'était pas les rouges contre les blancs, c'était le peuple russe contre les rouges. C'est très différent. Et il nous disait, voilà, il y a eu les grandes armées blanches, il y a eu Denikin, il y a eu Wrangel, il y a eu Kolchak, mais il y a eu aussi des soulèvements paysans très importants, des soulèvements paysans contre les bolcheviks. Alors, vous savez que celui qui l'a le plus étudié, qui connaît mieux, c'est le soulèvement de Tambov, c'est-à-dire une région qui est au sud-ouest de Moscou, mais aussi tout le soulèvement de Sibérie occidentale, tous les soulèvements du sud du pays cosaque, dans le Kouban, dans le Don, et des révoltes qui ont été écrasées avec une cruauté inouïe, de la même façon qu'en Vendée, par la machine redoutable qu'a créée Trotsky et qui est l'armée rouge. Alors, je vous parle de ce texte parce qu'effectivement, quand on l'a relu après son passage, on comprend mieux pourquoi, au fond, cette acceptation à venir en Vendée a été immédiate. Il vient au lieu source de la matrice qui s'est ensuite développée, qui s'est ensuite amplifiée et qui a supplicié son pays. Alors je me suis un petit peu attardé sur ce livre parce que les éditions Fayard ont eu la bonne idée de le rééditer récemment, je crois, si je ne me trompe, en 2018, dans un petit bouquin qui s'appelle Révolution et mensonges, où vous avez réuni donc ce texte de Révolution, la française et la russe, et un autre texte qui est certainement l'un des plus beaux textes de Solzhenitsyn, qui s'appelle Vivre sans mentir. C'est un texte qu'il a écrit en URSS juste avant son expulsion. Il met la dernière main à ce texte le jour même où il est arrêté, avant d'être expulsé. Donc ces deux textes sont dans ce petit bouquin, et je terminerai en vous lisant, parce que Solzhenitsyn, il faut l'entendre, c'est un verbe très puissant, c'est une langue extraordinaire, et même en traduction, on garde quelque chose de cette puissance, et donc je terminerai
en vous lisant quelques lignes de Vivre sans mentir, parce que je crois que si on veut comprendre ce qu'est la dissidence, si on veut savoir ce que c'est qu'être un dissident, il faut avoir ce texte en tête et que le statut de dissident n'est peut-être pas un statut qui relève seulement du passé. Donc, la problématique, c'est face au régime totalitaire, que faire? Comment pourrions-nous bien nous y opposer? Nous sommes sans force. Nous sommes si irrémédiablement déshumanisés que pour toucher notre modeste ration de nourriture aujourd'hui, nous sommes prêts à sacrifier tous nos principes, notre âme, tous les efforts de nos ancêtres, toutes les espérances de nos descendants, pourvu qu'on ne touche pas à notre chétive existence. Nous avons perdu toute fermeté, toute fierté, toute chaleur du cœur. Nous avons peur simplement de faire les premiers pas du courage civique, à ne pas s'écarter du troupeau, ne pas faire un pas solitaire pour risquer de se retrouver tout d'un coup privé de petits pains blancs, et de chauffe-eau, interdit de séjour à Moscou. Que sommes-nous, nous autres, là-dedans? Non, nous n'y pouvons rien. Or, nous pouvons tout. Leur violence n'exige de nous que notre obéissance au mensonge, que notre participation quotidienne au mensonge, et c'est tout ce qu'elle attend de ses loyaux sujets. Et c'est là, justement, que se trouve négligée par nous, mais si simple, si accessible, la clé de notre libération, le refus de participer personnellement au mensonge. Qu'importe si le mensonge recouvre tout, s'il devient maître de tout, mais soyons intraitables, au moins sur ce point, qu'il ne le devienne pas, moi. Et cela, c'est une brèche dans le cercle imaginaire de notre inaction. Refusons, au moins, de dire ce que nous ne pensons pas. Il ne se passe pas de jour où chacun d'entre nous ne soit contraint de faire un pas dans quelque domaine que ce soit, du côté de la vérité ou du côté du mensonge, du côté de l'indépendance spirituelle ou du côté de la servilité spirituelle. Cette voie elle-même, la plus modérée des voies de la résistance, sera difficile à suivre pour les hommes encroutés que nous sommes. Une voie difficile, la moins difficile pourtant des voies possibles. Un choix difficile pour le corps, le seul choix possible pour l'âme. Une voie difficile, certes, mais il y a d'ores et déjà chez nous des hommes et des femmes par dizaines qui tiennent bon depuis des années, qui vivent selon la vérité. Mais si nous cédons à la peur, cessons alors aussi de récriminer contre ceux qui ne nous laissent pas respirer librement. C'est nous-mêmes qui nous en empêchons. Courbons les chines, attendons encore, et nos frères biologistes ne tarderont pas à trouver le moyen de lire dans nos pensées et de modifier nos gènes. Si nous cédons, là aussi, nous prouverons que nous sommes des nullités, des irrécupérables. Et c'est à nous que s'applique le mépris de Pouchkine, que sert à des troupeaux d'être libres, le lot qui leur échoit est d'âge en âge, le joug, des grelots et un fouet. Merci de votre attention. Merci, merci infiniment pour cette double intervention qui, je crois, a été extrêmement édifiante. Alors, nous allons prendre quelques minutes pour que vous puissiez poser des questions et puis ensuite nous passerons la parole pour un temps plus court à Rénal Sécher. Je vais l'interroger en lui posant deux ou trois petites questions qui nous permettront de faire le lien avec ce qui vient d'être dit, puisque nous avons délibérément choisi de
faire une première conférence portant sur l'époque contemporaine et une seconde sur la période antérieure, ce qui pouvait ne pas paraître cohérent dans la mesure où c'est plus logique de partir du plus ancien pour aller au plus récent. Mais il s'avère que, évidemment, cette venue de Solzhenitsyn en Vendée, eh bien, comme on vient de nous l'expliquer, et c'est absolument fondamental, c'était sur son chemin de retour pour la Russie lorsque le régime totalitaire s'était effondré, et c'est le régime totalitaire qui l'avait conduit à quitter sa terre natale. Et donc, par conséquent, on va, dans quelques minutes, s'interroger sur la question de savoir si la Russie soviétique, si le communisme totalitaire a voulu s'inspirer de la Révolution française. Est-ce que la Révolution française, elle, n'est peut-être pas aussi quelque peu proto-totalitaire? C'est l'objet de la seconde conférence.